Bienvenue dans Y a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi, on n'est pas journaliste, et ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films, et on s'est dit allez, mélangeons tout ça pour le meilleur ou le pire. Un appartement à Berlin-Est, un écrivain surveillé, une comédienne sous pression, et derrière un casque, un homme qui écoute peut-être un peu trop. Aujourd'hui, on vous parle de La vie des autres, le film sombre et subtil de Florian Henkel von Donnersmarck. Et pour co-animer cet épisode, je suis avec celui qui surveille ma watchlist comme la Stasi surveillait Berlin-Est, Cédric. Putain. Et moi je suis avec celui qui m'a fait comprendre que le cinéma européen c'était pas des longs silence gênants et des plans fixes de 10 minutes. Salut Manu. Salut Cédric. De quoi que ça cause, La vie des autres ? Eh bien nous sommes dans les années 80, avant la chute du mur de Berlin. L'Allemagne est divisée en deux, la RDA et la RFA. Et on suit donc un agent de la Stasi, Wisser, qui est responsable d'une opération d'écoute d'un auteur de théâtre, un artiste, et de sa compagne qui est une actrice, et un peu de tout ce beau monde un peu qui gravite autour d'eux, parce qu'il considère qu'à l'époque en fait les communautés artistiques étaient responsables de la propagande anti-RDA. Oui, et de fourmenter des actions. Exactement. Voilà, donc le film... De fourmenter, ça se dit ça, de fourmenter ? De fourmenter. Non, je couperai. Mais après, on peut inventer des verbes. C'est pas un problème. Avant de parler un peu plus en détail du film, je vais juste te reparler vite fait du réalisateur, dont je ne vais pas reprononcer. Je vois pas pourquoi. Parce que je me suis déjà galéré avec à peu près 10 prises pour le dire dans l'intro, mais en tout cas, c'est son premier en fait, coup d'éclat. Il réalise plusieurs courts-métrages étudiants assez construits, et on sent chez lui en fait le goût pour les récits assez amples, avec pas mal de dilemmes moraux, avec une mise en scène assez classique. Et en 2006, c'est vraiment un coup de tonnerre, La vie des autres. C'est son premier long métrage à 33 ans. Comme tu le disais dans l'intro, le sujet est relativement explosif, puisqu'on parle vraiment de la Stasi en RDA. Voilà, la surveillance d'un couple d'artistes par un officier de la police politique. Et à ce moment-là, il n'est pas grand-chose dans le paysage international, mais il arrive avec un film qui est hyper maîtrisé. C'est pas du tout expérimental ou un truc auteuriste, à l'allemande, mais c'est un film accessible et profond. Ça fonctionne de ouf, puisque Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2007, il a eu 7 Deutscher Filmpreis, et puis un succès et une renommée mondiale. En Allemagne, c'est devenu un film important. Après, il a fait The Tourist en 2010, qui est un thriller hollywoodien avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Je sais pas si tu l'as vu, mais... Alors j'ai pas vu ce film-là, mais de ce que j'en ai entendu, c'est pas ouf. Ouais, mais étonnamment, c'est un succès commercial. Mais effectivement, l'accueil est plus que mitigé, avec une mise en scène évidemment trop lisse et assez cliché en fait. Et c'est assez bizarre en fait, d'ailleurs, que Donnersmarck, qui est un cinéaste assez ambitieux, mais qui est toujours tiraillé entre le côté cinéma un peu d'auteur, un peu plus arty on va dire, et ces grosses machines comme ça hollywoodiennes. Il a fait aussi Never Look Away, où il revient en Allemagne avec un film de 3 heures sur la vie du peintre Gerhard Richter. Donc on change complètement d'univers. Film qui est par ailleurs nommé aux Oscars pour meilleur film étranger et pour la photographie. Mais c'est pareil, c'est un film qui divise. Ce qui traverse malgré tout toute sa filmo, c'est
quand même l'histoire allemande en toile de fond, des réflexions sur l'art. C'est des choses qui sont assez importantes, et puis évidemment sur les dilemmes moraux, la culpabilité et également le devoir de mémoire. Donc voilà un petit peu pour Donner's Mark. C'est quand même beaucoup plus simple de dire uniquement son nom. Son nom de famille. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, moi j'ai adoré le film. Il y a plein de choses à dire. Je trouve que c'est un film déjà très fort dans les sujets qu'il aborde. Et c'est marrant ce que tu disais par rapport à The Tourist, etc. Parce que ce film-là a une mise en scène qui sert énormément en fait l'histoire du film. Donc je suis pas étonné que dans une grosse machine hollywoodienne où il y a des exigences des studios, il puisse pas vraiment faire ce qu'il veut. Ça m'étonne pas que derrière ça soit assez clivant, que les critiques soient assez acerbes sur The Tourist, quoi. Tout d'abord, la reconstitution historique est quand même folle. Je veux dire, les décors, les costumes, cette ambiance pesante de la Stasi, franchement, ça transpire ce climat de peur, à la moindre faute, en fait, tu finis en prison. Vraiment, ce côté-là est énorme dans le film. Dès le départ jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui pèse et qui rend mal à l'aise le spectateur, je trouve. Non pas que le film soit profondément stressant, je trouve. Il n'y a pas de suspense insoutenable pendant le film, comme on peut l'avoir dans d'autres films, plutôt sur la Seconde Guerre mondiale et le régime nazi. Mais on n'est pas stressé. En revanche, il y a cette ambiance qui plane et qui est vraiment intéressante. La deuxième chose que moi j'ai beaucoup aimé, c'est partir du postulat de l'art comme outil politique contre en fait les régimes totalitaires. Et ça, à quel moment en fait l'art devient une manière de s'exprimer, et à quel point en fait les régimes totalitaires pouvaient détruire les artistes qui n'allaient pas en leur sens. En fait, la propagande, tout simplement via l'art, et l'anti-propagande également aussi via l'art, et comment en fait on l'a réduit sous silence. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Le troisième point que je trouve extraordinaire, et je ne sais pas si c'est une volonté, je pense que oui, mais on en discutera ensemble, c'est la mise en scène et la façon dont il joue avec les cadres pour marquer les contextes politiques de ces personnages, et à quel point en fait certains vont basculer d'un côté de l'autre. Je pense notamment à Whistler, où il y a une certaine verticalité dans les décors, et qui met en fait le personnage dans un cadre, qu'il soit du côté RDA ou RFA, d'un côté plutôt le côté totalitaire, ou justement la liberté d'expression. Et c'est hyper intéressant parce que par moment on remarquera que tous les agents de la Stasi en fait rentrent par la droite, sont cadrés sur la droite, et que les artistes qui se défendent sont plutôt cadrés sur la gauche. Et il y a Whistler en fait qui va progressivement passer du droite vers la gauche, notamment sur des lignes verticales, où il y a des moments où il est entre les deux et la ligne elle est pile poil sur lui. Et il est souvent au milieu. Hein. Alors il est pas au début. Quand il espionne, il est souvent au milieu. Oui, mais en fait, au début, il est quand même vachement à droite, et en fait, à la fin, il finit sur la gauche. Et c'est notamment visible dans une des scènes de fin, qui se passe quelques années après le nœud de l'histoire, où on retrouve Whistler qui fait carrément un trajet de droite à gauche, et il s'arrête au milieu pour acheter de l'art, entre guillemets, quoi. On parlera de cette scène-là parce que j'étais dubitatif sur cette fin de film. Mais cette scène-là, elle est très très forte, parce qu'il y a un parallèle avec la chute du mur de Berlin que je trouve hyper intéressante, avec la porte, etc. On y reviendra. Mais en tout cas, cette mise en scène-là, je l'ai trouvée extraordinaire en fait.
Et voilà, donc il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Je trouve les artistes excellents, enfin les acteurs, je veux dire, excellents. Whistler, l'acteur qui joue Whistler, je sais pas comment il s'appelle. On va y revenir parce qu'il y a un vrai sujet. Mais il est complètement dingue. Voilà, j'ai apprécié ce film en long, en large et en travers, et je pense qu'il y a énormément de choses à dire parce qu'il y a des choses qui sont fabuleuses dans le film. Alors, tu évoquais la réalisation, mais Donner Mark, c'est un grand fan du cinéma hollywoodien narratif. Il adore Billy Wilder ou Coppola, ou Bergman évidemment. Mais voilà, il y a ce côté presque hollywoodien intime dans ce film-là. Tu le disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup la patine du film. On a vraiment l'impression d'être dans ce Berlin-là, austère, pas glauque, mais voilà, c'est triste, gris, et je trouve qu'il y a une immersion assez rapide et assez efficace dans le film. C'est-à-dire que dès les premières minutes, on est dans cette observation, dans cette suspicion permanente, on ne sait pas si on est libre de parler, s'il faut se cacher, et je trouve que c'est un vrai tour de force en fait du réalisateur sur l'immersion. Ce qui est marrant dans cette patine-là, c'est qu'en plus, il réussit en fait par les jeux de lumière à montrer. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait, quand on est dans la rue face aux gens qui subissent en fait ce régime totalitaire, tu as des nuages, pas de soleil, quelque chose de très sombre. Là où les bureaux de la Stasi sont éclairés, il y a toujours un rayon de soleil qui passe avec des lumières très chaudes, comme si en fait chez eux il y avait un confort réel c'est comme si les deux mondes en fait étaient complètement séparés et qu'il y avait quelque chose de complètement inconnu des gens du régime, où ils ne se rendaient pas forcément compte de ce qu'ils faisaient, quoi. Et j'ai trouvé cette mise en lumière en fait hyper intéressante aussi. Ouais, alors c'est intéressant. Moi je l'ai pas perçu vraiment. Alors moi ce que j'ai vu c'est la bureaucratie, c'est aussi l'austérité du coup des bureaux, mais j'ai pas vu ce passage-là. Moi je l'ai surtout vu quand Whistler va voir le colonel, je sais plus son nom, avec le bout de papier qui le cache. Tu remarqueras les couleurs très chaudes, la lumière qui traverse, derrière, etc. Ouais. Et que quand il repart, en fait, il passe par des couloirs très froids, en fait, où en fait il y a une rupture clinique, entre les bureaux du colonel qui sont à la tête de tout ça, sur lesquels ils sont persuadés d'avoir raison, que c'est très solaire, etc. Alors qu'en fait la réalité derrière, tu sais, c'est deux mondes complètement scindés en deux, tu vois. C'est vraiment marrant ce que tu dis, parce que maintenant que j'y repense, on a vu plein de films qui parlent des nazis, ou en tout cas des régimes autoritaires, où on voit tous les colonels qui ont aucun humour, aucune empathie, etc. Et là, ce qui est assez marrant dans ce que tu dis, et ça me fait penser à ça, c'est que justement le patron en question, c'est un mec en fait, il est hyper solaire, alors, mais oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il peut passer d'un truc, d'une banalité de discussion de bureau en fait, classique, il faudrait faire ça avec un peu de viens, je t'invite au théâtre, il enrobe ça, mais derrière il peut vriller très rapidement avec un truc hyper rude, et c'est notamment le cas sur une scène de déjeuner. Je sais pas si oui, bien sûr, cette scène-là où en fait ils déjeunent tous les deux avec Whistler, et la table d'à côté, il y a un petit jeune qui vient pour raconter une blague sur le régime, sauf qu'il a pas tilté que juste à côté il y avait le colonel en question, et là il y a tout un jeu assez toxique de ah merde, je viens de dire une bêtise, je m'en rends pas compte, l'autre le colonel qui le menace clairement, mais avec une espèce de fausse bienveillance. Donc du coup ça change un petit peu la donne, et en fait on va passer quelques minutes en fait à jouer avec les nerfs en fait du petit jeune qui fait une vanne et qui finalement va se faire mettre au placard. Mais encore une fois en fait cette scène là vraiment c'est la rupture entre deux mondes qui sont drastiquement différent en fait. C'est que le colonel, lui, dans sa vie, il a son confort, il est persuadé de ses idéaux, et il est complètement aveugle de toute la misère en fait qu'il produit
par ses choix, par son attitude, il est très solaire parce qu'il est mais complètement aveugle de tout ça. Et la réalisation le montre. Alors, c'est pas le truc le plus important dans la réal. Non, mais c'est intéressant. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui m'a profondément frappé. Ce qui est marrant, c'est que c'est un vrai film d'espionnage. C'est clairement un film d'espionnage, Ah oui. mais sans action. En fait, il y a très très peu, tu vois, d'action forte en fait, ou spectaculaire. C'est un film de surveillance où on observe un homme qui est en train d'observer. Donc il y a une espèce de mise en abîme assez vertigineuse dans le film, et ça démarre dès le début. En fait, dès le début du film, avec une pièce de théâtre où du coup on va se mettre en tant que spectateur qui va regarder des spectateurs, mais qui ne regarde pas qui regarde le spectacle, mais qui espionne également et qui discutent de ce qu'ils sont en train d'espionner. Et il filme pas par exemple le mur de Berlin, mais on sait que c'est sous-jacent et on sait que c'est le sujet de fond en fait. Il arrive à filmer l'intérieur de l'appartement, et il arrive à filmer l'intime. Et ce qui est fort, enfin moi je trouve, c'est qu'il ne filme pas uniquement l'intimité du couple qu'il espionne, mais il filme aussi surtout l'intimité de la personne qui espionne, qui va grâce à l'art, grâce à l'empathie, changer son mode de fonctionnement et s'ouvrir. C'est une sorte d'éveil intime, philosophique, et limite un éveil amoureux, mais pas envers ce qu'il voit, mais envers peut-être la vie, tout simplement. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Donc en fait, il y a une scène qui est pour moi forte en termes d'ouverture. C'est donc on a Whistler qui écoute Dreyman, donc qui est l'artiste, hein, l'écrivain, le metteur en scène. Ouais, le dramaturge, ouais. Qui est espionné avec sa femme Christa, l'actrice. Où Dreyman est en train de jouer au piano en fait la symphonie, et il l'écoute et il se met à pleurer. Et pourtant cette symphonie là, c'est dit, hein, c'est quelque chose de l'Ouest. Donc et tu sens peu à peu une ouverture. Ou même l'autre scène, c'est quand il va voler le livre jaune de Brecht, qui est, enfin voilà, c'est des scènes où tu sens que, et puis en plus Brecht, enfin, tu vois. il se passe. Alors moi personnellement je connais pas Brecht, mais en fait si tu veux, tu sens que peu à peu, via l'art, il y a cette ouverture en fait, et une prise de conscience de ce qu'il est en train de faire. En fait, il y a une évolution du personnage principal, Weissman, où au début il est froid, méthodique, sans sentiment. Vraiment, je trouve. Hein, d'ailleurs, l'acteur joue merveilleusement bien, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais peu à peu, en fait, il y a une ouverture justement sur. En fait, il y a un parcours initiatique entre ce que je fais et une remise en question des choix, et une ouverture vers ce qu'il y a de bon de l'autre côté. Est-ce que finalement tout ce qu'on me raconte, est-ce que c'est correct? Un côté plus humain en fait. Mais oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est assez marrant. Bon, on va pas parler de notre vie, mais c'est vrai qu'on en parlait carrément hier soir. On parlait de la compromission. Et là, c'est quelqu'un qui, au tout début, comme tu disais, est complètement méthodique, et qui va switcher, mais sans pour autant switcher d'une manière définitive pour lui ou trop frontale. Alors effectivement, on va pas vous raconter la fin, mais voilà, mais c'est quelque chose un léger compromis quelque part, dans sans doute l'immensité de sa carrière, qui devait être irréprochable avant cette histoire-là, j'imagine bien. Et évidemment, cette compromission, on va le mettre à l'écart. Mais oui, c'est la liberté individuelle aussi face à une certaine forme d'injustice. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ce que tu disais, je vais juste rebondir dessus, parce que c'est assez intéressant, mais quand tu disais que c'est un parcours initiatique, et qu'au début il est méthodique, la mise en scène elle est comme ça.
Elle est vraiment comme ça au début. Carrément. La caméra est hyper sobre, assez austère, donc du coup on se rapproche vraiment d'un certain cinéma allemand. Voilà, et c'est une lumière hivernale, il fait froid, les cadres sont complètement fixes, etc. Et plus Whistler se transforme, et plus en fait le film s'humanise. Le film, les regards durent un peu plus longtemps, les relations humaines sont plus riches. Euh, les connexions de ce qu'il espionne, les connexions de Dreyman avec ses amis, avec son épouse, etc., s'enrichissent aussi. Et la mise en scène, elle est vraiment, elle le montre vraiment ça. Et je trouve ça complètement dingue. Et puis évidemment, euh, euh, cette fin qui est pour moi juste magique. C'est juste un livre, juste un mot, juste une dédicace. Moi, ça me, ça me Bah, ravage. tu vois, cette scène de fin, au tout début, j'ai pensé à ce que tu avais dit par rapport à Jardin d'été. Où, quand on passe à 4 ans plus tard sur Westman, qui est devenu finalement il ouvre juste des enveloppes. Et après, encore 2 ans plus tard, je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire? Alors, ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est que et en fait, c'est la scène de la librairie qui montre à quel point, en fait, oui, ça l'était. Mais c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, putain, fini quoi. Pourquoi tu continues? On s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que est-ce que c'était nécessaire? Je n'étais pas sûr. Alors moi c'est un film que j'aime énormément, que j'ai pas revu beaucoup parce que c'est un film qui me touche et que je pense qu'il faut être dans des conditions aussi des fois pour le voir. Voilà, c'est un film qui, je vais pas dire qui est lent, mais c'est un film posé, qui est efficace. C'est pas du tout un film contemplatif. Voilà, c'est un film assez classique en vrai, hein, voilà, sur sa mise en forme, ou en tout cas sur le déroulé de sa narration. C'est un film qui est assez loin des films un peu chelous et bizarres que j'ai pu te faire découvrir. Il reste assez classique. Et j'avais un peu oublié, moi, la fin. Et pourtant, c'est un film que j'aime énormément. J'avais un peu oublié la fin. Donc, j'avoue, hein, j'ai été un peu choqué quand je l'ai revu. Et comme toi, le côté, la toute fin, c'est-à-dire euh, l'enquête, en fait, la micro-enquête que fait Dreyman, c'est Dreyman, Oui. sur la personne qui l'a espionné, puisque effectivement après la chute du mur de Berlin, on a pu avoir accès à toutes ces documentations, à tous ces fichiers-là, et il se rend compte au travers d'une discussion que il a été mis sur écoute, et du coup il va initier une enquête pour découvrir qui l'a espionné. Et c'est vrai que Et qui l'a protégé surtout, en fait. C'est surtout ça qu'il va comprendre. alors oui, mais en fait il va comprendre qu'il a été protégé en enquêtant. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, quand il démarre l'enquête, je me dis, comme toi, je me dis, oh putain, non, c'est bon, l'histoire elle est clôturée, Ouais, oui. c'est bon, mais c'est là où il découvre qu'en fait il a été protégé, et c'est là où il va découvrir l'identité de son protecteur. Et c'est vrai que j'avais carrément oublié la fin, donc c'est vrai que j'ai complètement été cueilli quand c'est juste un livre, juste une dédicace, juste un mot. C'est Alors c'est marrant parce que autant cette dédicace-là, oui, alors c'est chouette, hein, parce qu'il hésite, hein, parce qu'en fait Dreyman le voit dans la rue, il hésite à aller le voir, et en fait il le fait pas, et en fait sa reconnaissance c'est ce mot-là dans son bouquin qui est un best-seller. Mais moi, dans la fin, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette librairie, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cadre et ce plan fixe où, en fait, on le disait, le film parle de la chute du mur de Berlin et la librairie, ce cadre-là, il n'est pas anodin parce que Westman passe de droite vers la gauche et l'ouverture de la librairie, elle est en fait au beau milieu. Le plan, il est réellement symétrique. Ça aurait pu être un plan de
de Wes Anderson d'ailleurs. Mais et l'ouverture, elle est en plein milieu. Et en fait, ce plan-là, il est hyper symbolique parce que il représente pour moi la chute du mur de Berlin, en fait, l'ouverture entre les deux Oui. côtés de l'Allemagne. Et le film, même si ces dédicaces-là à l'importante, pour moi, la vraie conclusion du film, c'est ce plan-là. Je vais enrichir ton propos parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la vérité, elle se trouve au milieu, dans les archives, dans la culture, dans l'art, en fait. Et c'est ça que je trouve, pour le coup, hyper fort. C'est que non seulement ça décrit ce passage euh, et cette chute-là, mais également qu'en fait, ce qui va sans doute nous sauver, de manière plus philosophique, mais ça va être les écrits, l'art, la documentation et tout ce qui va rendre les personnes plus humaines, en fait. Mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que depuis, je sais pas combien de minutes là, on parle de la mise en scène du film et à quel point en fait ça sert le propos avec des jeux de cadre, des jeux de miroir. Et t'entendre parler de dire qu'il a fait The Tourist, etc. C'est quand même fou de se dire que pour un réalisateur, réussir à mettre autant de mise en scène et ne pas réussir à le refaire derrière, c'est quand même particulier. Les Ouais. cinéastes qui le font d'habitude le font quasiment sur tous leurs films. Bah oui, il faudra peut-être qu'on mette The Tourist dans la watchlist Non. pour Non, le j'ai pas décrypter, envie de pour voir voir ce un film. petit peu. Après, si tu veux le mettre, mets-le, mais moi, personnellement, j'ai pas envie de voir ce film. Qu'est-ce que tu as pensé du côté, on va dire, historique parce que du coup, on est vraiment plongé dans ces affaires-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, toi, intéressé? Enfin, comment est-ce que toi, C'est quelque chose qui me touche toujours. Moi, je suis un grand fan des films qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Par défaut, tout ce qui traite du régime nazi, c'est quelque chose qui me touche toujours profondément. Non, pas de vanne. Je te vois, tu me regardes, pas de vanne. En fait, c'est quelque chose qui me touche toujours profondément sur comment, en fait, des gens persuadés de faire le bien pour une cause peuvent être dans le faux à ce point et détruire, en fait, l'humanité d'un peuple. Et dans ce film-là, c'est exactement ce qui est retranscrit, en fait. Quand tu vois comment, les méthodes de la Stasi et à quel point juste pour des médicaments tu peux être emprisonné pour L'intimidation, c'est... ouais, c'est ça en fait. Et mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment des gens persuadés que pour le bien du parti, c'est normal en fait. Et je suis toujours estomaqué sur ces sujets-là, en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et voilà, c'est pour ça que le film, moi, me touche. C'est un récit de fiction, mais il s'appuie quand même sur une réalité historique assez solide, en fait. Hein. La Stasi comptait 90 000 employés officiels et plus de 200 000 informateurs. Donc après, bon, les historiens ont soulevé quelques points de critique et de réserve vis-à-vis du film. Il n'y a pas de fait avéré qu'un officier de la Stasi aurait protégé activement. Enfin voilà. En tout cas, les connexions entre le personnage de Wessler et une réalité n'a évidemment pas été trouvée. Et puis il y a évidemment un côté très romanesque, forcément un peu. Bah, ça reste un film. Voilà. Hein. Mais par contre, ça s'inscrit dans une réalité historique, hein, de propagande, d'affaires obscures, de suicides, d'artistes. C'est d'ailleurs pour moi un des passages très forts du film, hein. Au-delà voilà, de la surveillance, etc. Cet article sur le taux de suicide en fait en RDA est magistral parce que même si ça reste une fiction, historiquement on le sait que c'était que la répression en fait au bout d'un moment finissait à causer des suicides et ce passage-là, moi j'ai trouvé hyper poignant. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est justement ce côté prise sur le réel.
Je suis déjà allé à Berlin et j'ai visité justement un musée, je pense qu'il y en a plusieurs, mais un musée assez documenté qui parle des modes de vie dans Berlin-Est et dans Berlin-Ouest et tout ce qui était un peu proscrit, l'espionnage, les actes de résistance, etc. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est vrai que le film fait relativement écho, en tout cas, je suis pas du tout, je suis pas allemand, mais de ce que j'ai vu moi à Berlin, notamment dans ce musée-là, je trouve que ça le retranscrit réellement. Enfin, il y a un truc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en RDA, la Stasi recrutait, donc comme je disais, massivement en fait des informateurs, mais c'était pas des monstres en fait. Les informateurs n'étaient absolument pas des gens monstrueux. Ils coopéraient par peur, Par la contrainte. Hein. par la contrainte, certains par ambition. Certains, voilà, ils voyaient quelque chose de... Mais très peu, je pense. Et aussi par conformisme aussi. Et le film pose cette question, en fait, pourquoi si peu ont désobéi? Tu vois, c'est... Mais la peur. Enfin, je veux dire, c'est... Parce que Whistler, lui, désobéit, mais seulement après avoir été touché, avoir été connecté par une certaine forme de sensibilité, en fait. Ouais, pour moi, je pense que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que dans la Stasi, Wesser est un agent qui est au début persuadé que c'est juste ce qu'il fait. Les informateurs, on le voit avec l'épouse. Avec l'épouse. Ce sont des gens qui sont informateurs par contrainte et des par victimes, enfin des vraies victimes. Voilà, ce sont des victimes. Donc les profils sont pas du tout les mêmes. Il est, je pense, plus facile de se rebeller quand tu es armé ou en tout cas avoir un certain pouvoir que quand tu es une personne faible de la société civile où tu as peur pour les tiens. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que pendant la Seconde Guerre mondiale, toute la France n'était pas résistante. Hein. Ouais, mais ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que la question qui est posée qui est posée aux spectateurs, c'est est-ce que la morale vient de la loi ou d'un système étatique, ou est-ce que la morale, elle vient du lien, de la connexion que l'on a avec les autres? C'est ça que je trouve quelque chose de plus intime, en fait. Dans le film, c'est l'empathie qui va déclencher la rupture chez Whistler. C'est même pas une prise de conscience idéologique d'actes de résistance en disant mais non, mais en fait, je suis pas d'accord, etc. C'est vraiment une connexion intime. Et c'est ça que je trouve fort. C'est-à-dire que le réalisateur arrive à nous mettre dans l'intimité d'un gars qui espionne, en fait. Et de cette intimité-là, il en fait une réflexion qui est beaucoup plus vaste et qui regroupe à la question que je disais tout à l'heure, c'est et pourquoi pas désobéir? Enfin, voilà, je trouve que c'est vertigineux quand on se pose ces questions historiques-là, comme tu le disais. Il y a eu des collabos, il y a eu des gens qui ont été complaisants et qui ont fermé les yeux et qui ont aidé massivement. Et je trouve que derrière ce film d'espionnage et ce drame-là, ça nous fait poser ces questions-là. Quelque chose d'autre que j'aime beaucoup dans le film, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un suspense insoutenable. Cependant, le film, qui malgré tout est un peu long, parce qu'il dure 2h20, on les voit pas passer. L'enchaînement de l'histoire et la mise en scène suffisent largement en fait à garder le spectateur en éveil. Et je trouve ça très fort dans un film d'espionnage qui n'a pas de scène d'action ou de tension, à réussir à capter le spectateur juste par des dialogues ou justement ce développement de l'empathie et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Je pense que c'est ce tour de force-là, c'est-à-dire de nous mettre un peu à côté du héros du film. C'est-à-dire qu'on est comme lui, on est vraiment à côté de lui, on espionne comme lui, et on découvre comme lui et les effets qui sont produits chez lui. Donc je pense que c'est ce côté, ce miroir un peu, ou ce dialogue en fait que l'on a avec le héros qui fait que oui, il se passe pas grand-chose, mais justement le peu qui se passe devient d'une précision absolue parce qu'elle n'est pas polluée par
une mise en scène grandiloquente ou des dialogues qui vont aller beaucoup trop loin, etc. Donc en fait, on est beaucoup plus sensible aux micro-détails, à la petite larme, à la petite remarque, à ces choses-là. Après, tu as une mise en scène quand même qui est très théâtrale. Ah bah bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de il y a très peu de décors, il y a très peu de lieux en fait. Il y a l'appartement du couple, il y a l'appartement entre guillemets du dessus où ils écoutent et regardent, et puis les bureaux de la Stasi. Il y a Et les salles de théâtre, puisque... alors 2 fois, une au début et une à la fin. Mais sinon, il y a et la rue devant. Ouais. Il y a rien de plus. Donc en fait, on est vraiment dans une pièce de théâtre. Et ça, c'est... Moi, je reste persuadé que des films qui font ça garderont toujours le spectateur en alerte avec une envie de suivre le film plutôt que de faire des grands décors qui ne vont absolument servir à rien, quoi. Mais je voudrais revenir sur Whistler, qui est notre porte d'entrée dans le film, en fait. Il y a un truc qui est assez troublant, vraiment, hein, dans son côté voyeur. C'est-à-dire qu'il espionne un couple avec un peu de désir quand même, tu vois. Oui. Il y a ce côté-là, c'est un peu inavouable, et c'est pas... et c'est subtil dans le film, c'est pas un truc... voilà, c'est pas... Ce que je trouve vraiment doux, c'est qu'en fait, il veut pas uniquement les sauver, en fait. Il est désireux de faire partie de ce monde-là. Alors, je parle pas du monde des artistes, mais de gens qui ont une intériorité, une intimité, une vie. Et c'est vraiment... On regarde vraiment un homme qui tombe amoureux, mais pas d'une femme, d'un homme ou d'un couple, mais juste de l'humanité ou d'une possibilité de vie. Je pense que c'est peu à peu dans le film en fait, hein. C'est cette ouverture crescendo, hein. Ouais, mais c'est complètement... Moi, je trouve ça vraiment bouleversant, en fait. Ah oui, je suis Parce que entièrement quand on d'accord. voit son intimité à lui, elle est quand même glauque, L'appartement quoi. est austère, il couche avec des prostituées par besoin plutôt que par envie, on le voit très bien, il est très Oui. monolithique. Et puis il demande voilà, justement à la prostituée, il lui demande en fait, il cherche une connexion, un lien plus intime que juste un acte ouais, sexuel. mais là, il est déjà ouvert en fait. Parce que quand il lui demande, c'est suite en fait au câlin tout simple que le couple se fait. Oui. Après, bon, un passage que moi, le passage avec le ministre qui viole, Ah oui, l'agression. l'agression, c'est une scène qui est très dure, je trouve. Et en fait, juste ce côté-là où il a besoin de tendresse, et cette tendresse-là, elle n'existe absolument pas de ce côté du bloc. Ouais, j'aimerais faire un petit parallèle avec Frankenstein. Alors lequel ? Frankenstein, d'une manière générale. D'accord. Parce qu'il y a un truc dans Frankenstein, la créature observe les gens, une famille en fait, vivre avec des relations intimes, affectives, voilà. Et en fait, il apprend. Et c'est ça qui va lui donner une certaine forme d'humanité et l'envie de faire, d'appartenir en fait à ce monde-là. Et c'est ça qu'il va demander après à Frankenstein. Il va lui dire, moi, en tant qu'être humain, je dois avoir accès aussi à cette intimité-là, et je veux que tu me façonnes une femme qui pourra m'aimer telle que... Et il y avait juste... Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas un vrai lien, mais c'est vrai que quand je l'ai revu là, ça m'a vraiment fait penser à Mary Shelley quand tu as toute cette période dans Frankenstein où en fait la créature va observer, va avoir un amour, il va les aider, il va chercher du bois, il va les aider parce que c'est une famille précaire dans Frankenstein. Et du coup, ça, c'est pareil, cette notion financière qui va apprendre progressivement, il va pas comprendre tout de suite qu'il y a un problème dans cette famille-là. Et ça m'a fait un petit parallèle. Alors, c'est pas... Voilà. Non, mais le parallèle est super intéressant. Il y a juste un petit truc sur lequel je ne serais pas tout à fait d'accord, c'est que Frankenstein, pour moi, après on va pas faire l'épisode sur Frankenstein, hein. On l'a déjà fait. Écoutez-le. C'est que Frankenstein regarde parce qu'il ne comprend pas. Là où Whistler, c'est pas de l'incompréhension, c'est qu'il est persuadé que les gens font quelque chose de mal. Oui, non, bien sûr. Non, mais oui, on est voilà. d'accord. Mais dans le fond, sûr. après, sur l'ouverture oui. de ce que c'est que l'humanité, là, je suis d'accord avec toi, ouais, en effet.
Alors, ce qui frappe dans ce film-là, c'est La également. matraque de la Stasi. Alors, Aussi. mais il n'y en a pas. Non, il y en a pas, Il n'y en c'est a vrai. même pas. C'est vrai qu'il y en a Donc, je sais que ça t'a manqué, ça. Un peu de violence gratuite. Oh Ah non, non, il y a quand la même fin. Il y a la fin. Alors, puis il y a une scène d'agression quand même sexuelle, on va pas. Ah oui, oui, non mais arrête, putain, elle est horrible, là, le gros porc là. Non, mais par contre, en dehors de la violence de la Stasi, ce qui frappe, c'est aussi le personnage principal. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais moi je le trouve génial. L'acteur est monstrueux, vraiment. En fait, il a ce côté où il découvre l'humanité, l'art, les émotions. Enfin, il les découvre. Oui, si, il les Bah, découvre. si, bien sûr, c'est évident. Mais c'est pas joué grandiloquent ou autre. Il est très monolithique, hein. Ce que je disais tout à l'heure, il est très froid. Et en fait, C'est des petites touches progressives. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, il y a ça et le cadre, comme Bien ce sûr. dont je parlais tout à l'heure. Mais et puis surtout, il y a des scènes qui sont des points de bascule sur sa compréhension du monde, sur lequel il était au départ complètement opposé. Et c'est ces points-là qui sont aussi hyper intéressants. On en parlait tout à l'heure. Les pleurs sur le piano, sur la lecture, sur la tendresse où il cherche la tendresse avec la prostituée. Voilà, c'est ces petits points-là en fait qui jalonnent son parcours vers son ouverture à l'humanité. Et l'acteur est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre parce que il ressemble à Kevin Spacey, mais du coup c'est pas lui parce que lui il harcèle personne. Bon, l'acteur qui incarne le capitaine Gerd Whistler s'appelait Ulrich Mühe. Il est malheureusement décédé le 22 juillet 2007 à 54 ans d'un cancer de l'estomac. Donc ça rend en fait le destin de ce comédien vraiment assez troublant. Alors, c'est avant tout un immense acteur de théâtre en Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Il a travaillé pour des troupes assez prestigieuses de théâtre. Après la réunification, il découvre que son ex-épouse avait collaboré avec la Stasi. Putain, c'est dingue ça. Et quand il lit, du coup, le scénario de la vie des autres, il est déjà traversé par cette mémoire intime et ce lien important avec le récit, avec la trahison, avec le soupçon. Donc c'est pas du tout un hasard si ce gars-là, ce comédien-là, est si intériorisé. C'est un homme qui est fermé, vraiment. Et qui a vécu exactement la même chose, quoi. Il est presque minéral et on sent qu'il se fissure un peu de l'intérieur, quoi. Et ce qui frappe chez lui, c'est, comme tu le dis, c'est ce côté complètement impassible, stoïque, vide un peu. Et pourtant, c'est que des micro-mouvements, c'est que des petits souffles, petites larmes, c'est tout ça. Et il a joué dans Funny Game. Il a joué dans Danneke ? Ouais, dans la version, la première version, la version d'origine, il jouait le père. Georges. Ah mais oui, putain, j'avais pas fait le pas. Ah, je l'avais pas reconnu, tu vois. Un petit détail, c'est que sa partenaire Suzanne Lothar, je suis vraiment très très nul en prononciation, était sa compagne aussi dans la vie. Donc le film est d'autant plus violent qu'il met en scène un vrai couple en fait. Une violence faite sur un vrai couple. Dans Funny Game. Dans Funny Game, oui. Ah d'accord. Donc la comédienne qui est vraiment exceptionnelle, qui était réellement sa femme et le corps d'Ulrich Mühe dans ces deux films-là, je trouve que c'est un corps qui a une physicalité. C'est-à-dire que dans Funny Game, il va vraiment encaisser clairement les coups et dans la vie des autres, ça va être un corps beaucoup plus mutique et qui se froisse de l'intérieur. Donc le film remporte l'Oscar du meilleur film étranger en 2007 et quelques mois plus tard, Ulrich Mühe décède
il n'aura pas eu vraiment en fait le temps de bénéficier, de profiter de cette reconnaissance internationale que ce rôle-là lui a permis. C'est triste hein, quand même, parce que c'est un acteur qui est vraiment très très bon. C'est dommage qu'il ait été foudroyé si jeune, quoi. Autant je le trouve exceptionnel dans La vie des autres, dans Funny Games, je le trouve aussi vraiment exceptionnel. Alors je voudrais juste faire un aparté, parce qu'en fait, dans le podcast, on parle très souvent de films. Quand on parle d'un film, on a d'autres références. Là, on parle de Funny Game. Juste un petit mot pour ceux qui potentiellement voudraient voir Funny Game, accrochez-vous quand même. C'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Donc, si un jour vous voulez voir Funny Game, voilà, c'est important quand même, parce que moi, c'est un film qui m'a profondément choqué. Et pourtant. Et t'as vu la version US? Non, j'ai vu la version d'Anneke. Ah, t'as vu la version d'Anneke? Ah oui. Bah non, mais enfin, les deux versions sont les versions Oui, d'Anneke. non, j'ai vu la version allemande, parce que tu m'avais prêté le... Autrichienne, ouais. non, c'est la version autrichienne. Mais le film m'avait profondément choqué. Donc voilà, juste un petit message, si vous voulez, et pourtant il en faut pour me choquer quand même. Si vous voulez voir Funny Game, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais je pense que dans Funny Games, ce qui te choque le plus, c'est pas la violence en elle-même, mais c'est sur quel profil. Mais pas que. Mais oui, il y a cette partie-là. Et puis une certaine forme de gênance. Après, Anneke, on va pas. On va pas parler d'Anneke ni de Funny Game non plus. Mais par contre, dans La vie des autres, il y a au tout début une espèce d'austérité très Anneke quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Au tout début du film, et comme je disais tout à l'heure, ça va progressivement, comme tu l'évoquais aussi, être dans quelque chose d'un peu plus humain et solaire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, mais c'est sous-jacent, c'est un peu en filigrane de ce qu'on dit depuis le début, mais je veux vraiment le rappeler parce que, comme je trouve que le film est brillant, c'est que vraiment le message politique du film n'est pas seulement anti-RDA. C'est pas un film uniquement qui dénonce, tu vois, un truc coup de poing. C'est un film qui va être beaucoup plus large que le côté Stasi-RDA, qui va parler de régimes autoritaires qui vont détruire réellement l'intimité des gens, et que la surveillance, et je trouve que c'est un thème qui est vraiment actuel pour le coup, c'est que toutes les formes de surveillance fabriquent des individus qui sont déconnectés de leur propre humanité. Et ça, je trouve que c'est hyper important, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la watchlist aussi, mais c'est hyper important aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec l'IA, avec la montée du fascisme, des partis politiques d'extrême droite, etc., et des GAFAM, Elon Musk, tout ça. Enfin voilà, je fais un espèce de gros melting pot des sujets du moment, mais c'est ce que dit réellement le film. Et en contre-pouvoir, l'art comme une force de politique subversive, importante et nécessaire. Et ça, et ce que je trouve dingue, c'est que le film ne diabolise pas non plus le système. Il le montre. Il montre le fonctionnement et les coopérations des individus. Et qui montre, en fait, ce système-là plutôt comme une banalité bureaucratique, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment fort. Et l'espace de la résistance, elle démarre pas dans la rue, dans des associations, dans des mouvements complexes. La résistance, elle démarre dans l'intimité, dans le quotidien et dans l'individualité. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment voir ce film, parce que voilà, c'est hyper important, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et puis ce côté l'art bon, ça c'est philosophique, mais l'art qui échappe au contrôle total, enfin qui devrait, enfin voilà, c'est bon. Après, j'en sais rien dans les faits, mais oui, c'est une idée forte où en fait on se dit qu'il faudrait utiliser cet espace-là. Tu t'évoquais en tout début d'épisode le fait le fait politique de l'art, en fait. Et je pense que tout est politique, mais que l'art qu'un film, par exemple, est forcément politique, parce qu'il s'inscrit dans une époque, dans un moment. Et les choix qui sont faits de comédiens, de mise en scène, de regard, etc., même si tu as des réals qui vont dire « non, je fais pas de politique », bah non, les choix qu'ils font, malgré eux, sont des points de vue, des postures, des points de départ purement politiques. C'est ce que je te disais au départ, en effet, c'est que l'art
est politique, et en fait le contrôle de l'art par des régimes totalitaires est ultra important, et la répression vis-à-vis de ça, on le voit aussi aujourd'hui, hein. Si tu prends le gouvernement américain avec Trump, c'est exactement ce qui se passe sur le contrôle journalistique, sur le contrôle de l'art. Regarde les médias, les discours vis-à-vis d'acteurs, de chanteurs ou autres, c'est que l'art est un moyen d'expression politique et philosophique. Et à partir du moment où tu veux que ça n'aille que dans ton sens, donc dans un régime totalitaire, le contrôle de l'art et la répression de l'art qui n'irait pas dans ton sens est importante. Et c'est ce que dénonce le film. Et en effet, il n'y a rien de plus actuel que ça. Hein. Et tu parlais de Trump à juste titre. Là, on sort du Super Bowl où il y a eu le scandale, voilà, et on a l'impression que, alors je sais pas évidemment si les superstars américaines vont faire changer le régime de Donald Trump, mais néanmoins c'est une peur chez les Trumpistes de voir leur manière de réagir face à ce spectacle et face à l'interprétation du spectacle. Tu sens qu'il y a une peur de victoire culturelle contre le Trumpisme et contre le MAGA. Donc on sent bien que c'est un sujet quand même. Enfin, tu vois, c'est pas juste des artistes qui prennent position anti-Trump, etc. Tu sens vraiment que chez les Trumpistes, il y a quelque chose qui profondément leur fait un peu peur. Après, je sais pas si c'est fondé. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, non, on n'a pas fait le tour du film parce que ce serait un peu court, mais en tout cas... On pourrait en faire un livre. Ouais, complètement. Les scènes que toi, tu as préférées dans le film ? Eh bien, il y a une des scènes dont on a parlé qui est les larmes de Whistler sur la sonate de l'homme bon, où je trouvais ça extraordinaire, vraiment. J'ai beaucoup aimé aussi la scène où je pense que c'est un moment de bascule où il passe... vraiment de l'autre côté, c'est quand il va avec un papier pour dénoncer en fait l'article, etc. Auprès de son supérieur. L'acte de résistance qu'il a publié. Ouais. Voilà, et en fait, il le cache finalement. Tu sais, il roule le papier, il le glisse, tu comprends qu'il le glisse dans sa manche, histoire que ça ne se voit pas. Et cette scène-là, elle est hyper forte. Parce que je pense que on parlait de la bascule du personnage, avant ce point-là, il y a un entre-deux encore. Il y a des moments où... il y a un flou. Bah oui, parce qu'il y a des moments où il y a ces pleurs-là, où il s'intéresse, il commence à faire preuve d'empathie, mais il y a d'un côté où il dit, par exemple, sur le passage où ils essaient de savoir si oui ou non il y a des micros dans l'appartement, et que il va le dénoncer, qu'il raccroche et qu'il dit, tu verras. Et en fait, parce qu'en fait, il y a de l'ego. Il vient d'être piégé, en fait. Et... En fait, cette scène-là, moi, je l'adore parce que c'est le moment où, ça y est, il y a une rupture. Il est passé de l'autre côté. Ouais. Et il ne reviendra pas. Et je trouve que cette scène, elle est très forte. Donc, il y a ces deux scènes-là. Et je sais que tu n'as pas envie de spoiler, mais la scène Alors, il y a la scène de fin dont on a parlé aussi de la librairie, mais avant. Sur la scène de la fin du couple... qui est pour moi elle est dévastatrice en fait, cette scène-là, sur la culpabilité, sur la dénonciation par la contrainte. Moi, voilà, c'est une scène, je la détaillerai pas parce que tu veux pas qu'on spoil, mais en tout cas, c'est une scène très forte. Surtout, voilà, les pleurs, et la réaction de Whistler face à ça. Je trouvais ça fabuleux. Après, il y a plein d'autres scènes que j'adore. Il y en a tellement que je pourrais en parler des heures. Mais ouais, c'est vraiment... mes scènes les plus marquantes, c'est celle-ci. Et toi ? Moi, il y a évidemment cette scène que tu viens d'évoquer sur la fin du couple, qui est une scène assez... une scène choc, moi, je trouve. Et pour le coup, je l'avais oubliée. Donc j'ai été très surpris pendant le visionnage. Mais oui, elle est assez exceptionnelle. Il y a l'exposition du film, la pièce de théâtre, les discussions
au tout début du film, qui permettent vraiment de rentrer dans le film et de contextualiser. Je trouve que c'est vraiment très 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 brillant. En fait, la scène du début, elle te dit vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va espionner des artistes, des metteurs en scène, et on va essayer de voir s'il n'y a pas des mouvements de résistance derrière. Moi, il y a 2 scènes qui se font écho, que j'aime énormément. C'est la scène où Whistler fait un truc qu'il devrait pas faire, c'est-à-dire qu'il va rencontrer Martha qui l'espionne. Ah oui, dans le bar, ouais. Cette scène-là, elle est, enfin moi, elle me tend. Je suis tendu de savoir est-ce qu'il va se griller, enfin, de savoir ce qui va réellement se passer. Et cette scène, elle va avoir un impact assez significatif dans les relations que Martha peut entretenir justement sous la contrainte, puisqu'elle est censée aller dans un rendez-vous et finalement, avec cette discussion-là, avec Wester qui lui parle d'elle et qui lui dit ben, vous êtes une immense comédienne, etc. Machin. Ça va influencer son choix. Et une des scènes dans le dernier acte où il est obligé de l'interroger, mais d'un point de vue plus interrogatoire, on va dire professionnel. Et là, cette scène, elle me tend parce que déjà, je me souvenais plus trop. C'est ça qui est fort, c'est comme il y a eu une espèce de complicité quand même, de lien entre tous les deux sur une scène d'avant, on se dit peut-être qu'il va essayer de la sauver, ou peut-être qu'elle va le reconnaître. Est-ce qu'elle va le trahir ? Est-ce qu'elle va essayer d'aller dans son sens pour être sauvée ? Est-ce que lui va lui envoyer des signaux pour qu'elle dise certaines choses, pour pas qu'elle révèle en fait. En gros, c'est une cachette d'indices. Il y a un indice qui peut inculper son époux et elle a l'info et en gros, on va l'interroger pour savoir où est caché cet indice-là. Et c'est là que le film me stresse un peu. Je me dis, est-ce qu'elle va donner l'info en fait ? Bon, on va pas spoiler, mais du coup, ça déclenche une seconde perquisition chez son époux, et il y a une espèce de mécanique scénaristique, qui va nous montrer si oui ou non l'indice est compromettant et si ça va accuser son époux, etc. Et cette scène-là d'interrogatoire, la deuxième scène d'interrogatoire. Et cette scène d'interrogatoire-là, c'est vrai qu'elle me tend beaucoup parce que il y a énormément de suspense en fait. Je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça. Je l'ai pas vécu avec du suspense parce que justement, comme tu le dis, elle fait écho à la scène du bar et que au vu du personnage, ça allait être de la divulgation d'informations codées par des mots en fait qu'ils avaient échangés. Je savais qu'elle allait le reconnaître, ça y avait pas de sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se met en arrière et qu'il se retourne après. Donc non, j'étais pas stressé. Par contre, j'étais étonné de savoir quel en allait être le sujet. Comment est-ce qu'ils vont faire pour Alors surtout quelle allait être la conclusion de cet interrogatoire-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'ils vont échanger. Quels sont les mots qui vont... est-ce que justement, est-ce qu'il va y avoir un dialogue codé ? Est-ce que... Et en fait, bon, on va pas spoiler non plus. Mais moi, je m'y attendais, mais... Il y a 2 scènes une scène très très drôle de rapport d'une relation sexuelle dans le couple par le subalterne. Voilà, qui va décrire. En fait, il ne va pas comprendre toute la subtilité, toute l'ambiguïté de la relation, et il va décrire ça. Il y a une scène aussi que je trouve vraiment intéressante et qui est aussi une scène qui témoigne de l'évolution de Whistler. C'est quand il rentre chez lui après une journée d'espionnage, et il y a un petit garçon, il croise un petit garçon dans l'ascenseur qui lui demande est-ce que c'est vrai que t'es un agent de la Stasi, et il lui dit est-ce que tu sais ce que c'est, et le gamin lui dit oui, ce sont des gens méchants qui enferment les gens. Et là Whistler lui répond comment s'appelle-t-on ? On imagine qu'il va lui demander ton papa, mais en regardant le gamin, il finit par dire ton ballon. Et le gamin lui dit non, les ballons n'ont pas de prénom, etc. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que là on voit vraiment que Whistler
à bouger, parce que l'ancien aurait sans doute demandé le nom du papa, et il aurait... il l'aurait même complètement fait, parce que la scène d'intro d'ailleurs qui est très forte, qui caractérise parfaitement l'ancien Wessler, c'est dans la salle de classe, où il y a un étudiant qui dit mais en fait... mais il ne sait, en fait, il fait écouter à la salle de classe un interrogatoire, et il y a un étudiant qui dit mais pourquoi vous le gardez s'endormir aussi longtemps, c'est de la torture quoi. Et là en fait Wessler le regarde et il va en fait, il a une feuille avec le plan de table entre guillemets de l'amphi et il coche le nom de la personne quoi. Et là c'est le côté froid, la Stasi, etc. Et méthodique. Et en fait c'est la scène dont tu parles, elle est magistrale parce qu'elle est justement à l'opposé de ça quoi. Allez, on va clôturer avec le presque mot de la fin. Et comme c'est moi qui présente la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. Alors avec tout ce qu'on s'est dit, est-ce que tu recommanderais ce film, Cédric ? Alors oui, je recommande fortement de voir ce film parce que c'est encore une fois un bijou de mise en scène. Les acteurs sont excellents et historiquement, c'est très important aussi de comprendre comment ça se passait en RDA à l'époque. Je trouve qu'il y a peu de films en fait comparés au régime nazi, mais ce qui est normal entre guillemets. Je trouve qu'il y a peu de films qui abordent ce pan sombre de l'histoire. Donc pour un devoir de mémoire, c'est aussi très intéressant de le regarder. Et surtout, en fait, c'est un film qui n'a jamais été autant d'actualité que de nos jours. Donc oui, je recommande chaudement de voir ce film. Le film est dispo en DVD, mais également en VOD. Et il est actuellement sur M6 au moment où on enregistre cet épisode, si jamais on vous a donné envie. Allez, on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode. Et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs petites recos sorties de derrière les fagots pour prolonger le plaisir. Cédric, est-ce que tu as des recos aujourd'hui ? Eh bien, pas cette semaine, non, j'ai pas de recos. Et toi ? Alors moi, j'en ai une. Je vais vous parler d'une série. Pour changer, une série, tiens. Est-ce que tu connais The Rehearsal ? Pas du tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie dans ta vie de répéter des scènes avant de les jouer pour de vrai ? C'est-à-dire, tu as un truc qui va se passer dans ta vie, est-ce que tu as besoin de te conditionner ou Mais constamment. Constamment. Eh bien, je t'invite à voir The Rehearsal de Nathan Fielder, qui propose à des anonymes de répéter des moments cruciaux de leur existence. Donc, tu as avoué un amour, un mensonge, comment élever un enfant, faire une annonce à un proche. Sauf que répéter chez lui, ça veut dire reconstruire à l'identique une maison, un bar entier, engager des comédiens pour jouer tes proches, par exemple, et simuler la réalité, en fait, comme un comédien ferait avant de jouer sur scène. Et il transforme, en fait, des petites angoisses sociales en dispositif théâtral. Voilà. Donc, au début, ça ressemble un peu à un documentaire un peu absurde, tu sais, une espèce de fausse télé-réalité. Et très vite, ça devient assez vertigineux, c'est gênant, on va parler de contrôle, de la peur de l'imprévu, de la fabrication d'une fausse réalité. Et aussi notre incapacité à tout simplement être sincère. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir cette série. C'est un peu chelou, mais ouais, c'est vertigineux. C'est sur HBO Max et il y a 2 saisons. Voilà. C'est aussi, on va pas se mentir, c'est aussi un trip mégalomane. Voilà. Ouais, je suis pas sûr. Vraiment. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Y a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à l'enregistrer. Merci Cédric. Merci Manu. Retrouvez-nous sur yadubruit.com, Instagram et sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-y des étoiles, des cœurs ou même des... petits micros. Tout à fait, si ça vous chante. Mais surtout, parlez-en autour de vous et même à votre chat. Qui sait, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut. Ciao.
sombre et subtil de Florian Henken von Dunst. Je savais que t'allais galérer.